Voilà, bonjour. CG voudrait se poser la question avec vous, que faire avec le pacte? Comment investir le pacte pour réduire les inégalités sociales que l'école reproduit? Alors, il y a déjà plus de 2 ans maintenant, la ministre Milquet a lancé ce pacte, la ministre Schins a continué, et puis voilà maintenant ce gouvernement en carafe, le groupe central, c'est-à-dire le groupe chargé de piloter le pacte, ainsi que de nombreux autres acteurs, dont CGE, souhaite ne pas revenir sur ce qui a été acquis, sur les accords qui ont été durement négociés, et souhaite donc continuer le pacte et le continuer dans le sens de réduire les inégalités sociales à l'école. Alors, CG voudrait vous présenter en 7 capsules comment investir le pacte pour réduire les inégalités. Une première capsule qui voudrait parler du processus du pacte, ou autrement dit répondre à la question à qui appartient l'école, qui a le droit de changer l'école. Une deuxième capsule pour présenter ce qui justifie le changement, parce que peut-être que l'école va bien, et donc se poser la question que produit l'école. Une troisième capsule qui voudrait expliquer ce qui produit les inégalités. Il y a des facteurs politiques, et on va se poser la question à quoi sert l'école, à quoi est-ce qu'elle sert, et comment est-ce qu'elle est organisée. Mais il y a également, quatrième capsule, des facteurs pédagogiques, c'est-à-dire dans la classe, comment est-ce que l'école fait échouer les enfants de milieux populaires. Une cinquième capsule avec les facteurs sociaux des inégalités, c'est-à-dire comment évolue aujourd'hui le contexte éducatif, et également faire la synthèse de ces facteurs explicatifs des inégalités. Une sixième capsule sur ce que pourrait faire le pacte de tout ça, comment changer le système et par quoi commencer. Et enfin, une septième capsule, toujours sur ce que pourrait en faire le pacte, quel tronc commun et comment changer les pratiques. Mais donc, première capsule, le processus du pacte, ou autrement dit, à qui appartient l'école. Autrement dit, est-ce que le processus du pacte est légitime? De nombreux acteurs, et entre autres de nombreux enseignants, ont remis en cause la légitimité du pacte en disant on ne nous a pas consultés. Chacun des 120 000 enseignants souhaiterait qu'on les consulte pour savoir ce qu'on allait faire de l'école. Alors, la bonne question pour nous, c'est de se dire, mais à qui appartient l'école? Le propriétaire de l'école qui a le droit de dire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire, c'est qui? Eh bien, nous estimons, nous, à CG, que l'école n'appartient pas aux parents. On pourrait considérer que l'école appartient aux parents et que l'école est au service, mais l'école n'est pas un supermarché qui doit absolument satisfaire ses clients. L'école, pour nous, n'appartient pas aux parents. L'école n'appartient pas non plus aux enseignants, même s'ils estiment qu'ils sont les mieux à même de donner leur avis sur ce qui se passe à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont chacun que l'expérience particulière de leur terrain. Celui qui enseigne dans le Bas de Molenbeek ou dans le Bas de Serein, ça n'est pas celui qui enseigne à Uccle ou à Hambourg-Chaudfontaine. Celui qui enseigne en maternelle, ça n'est pas celui qui enseigne dans le secondaire supérieur. Celui qui enseigne dans une école rurale, ça n'est pas celui qui enseigne dans une école urbaine, etc., etc., etc. Chacun a l'expérience de son terrain et l'école n'appartient pas aux enseignants. L'école n'appartient pas non plus au PO, même si notre système est organisé en laissant la liberté à un grand nombre de pouvoirs organisateurs d'organiser l'école. Ils ne sont pas les propriétaires de l'école. Pourquoi? Parce que de notre point de vue, ils sont trop intéressés à la défense de leur part de marché, à la défense de leur niche. L'école n'appartient pas non plus au patronat, même si aujourd'hui on a beaucoup d'angoisse pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes au futur. L'école n'appartient pas au patronat, aux employeurs. L'école est au service de tout le monde et pas seulement des employeurs. Enfin, l'école n'appartient pas aux experts, même s'ils ont été beaucoup consultés et qu'ils ont une vraie expertise à donner, mais elle n'est que partielle, chacun dans leur domaine. On en a beaucoup parlé, mais l'école n'appartient pas à McKinsey non plus, ou à d'autres fondations qui voudraient dire comment l'école doit travailler. McKinsey a sans doute une véritable expertise, mais elle est au service d'intérêts privés, et à ce titre, ils ne sont pas propriétaires de l'école. Donc pour nous, l'école appartient à tous les citoyens. C'est l'ensemble des citoyens qui peut dire ce qu'on fait de l'école. Et son existence, l'existence de l'école, son évolution, c'est avant tout pour nous une vraie question politique. Et donc, on doit s'en emparer comme d'une question politique. Et donc, est-ce que le processus du pacte est légitime ou comment est-ce qu'il s'est élaboré? Revenons en arrière sur la manière dont il s'est élaboré. Le gouvernement a décidé de lancer une vaste opération, il a nommé un bureau du pacte, et ce bureau du pacte a décidé de recourir à une série d'informateurs.
Le bureau du pacte a décidé d'étudier la question, de poser le problème, et puis de chercher des solutions à ce problème. Mais pour faire ça, à qui se sont-ils adressés? Eh bien, ils ont d'abord essayé de relever un certain nombre d'expériences partiales, c'est-à-dire d'expériences de gens qui sont à la fois jugés partis parce qu'ils sont dedans. Alors, dans ces expertises partiales, il y a eu d'abord des consultations de toutes sortes. Il y a eu un site ouvert où n'importe qui pouvait donner son avis. De nombreux groupes ont été consultés. On a formé des groupes pour leur demander leur avis, des groupes d'enseignants, des groupes de parents, etc. Des associations ont été consultées. Et donc, c'est en relevant toutes ces informations que la connaissance s'est élaborée. Bien sûr, ils ont fait appel aussi aux acteurs constitués, c'est-à-dire à ceux qui représentent l'ensemble des grands acteurs de l'école. Donc, il y avait parmi ceux qui ont travaillé au pacte les représentants de tous les PO du libre, tous les PO communaux, provinciaux, de la communauté, etc. Il y avait bien sûr les parents en tant qu'acteurs constitués, c'est-à-dire l'UFAPEC et la FAPEO étaient bien sûr représentés et présents dans toute l'élaboration. Et il y avait enfin les syndicats d'enseignants les 3 syndicats d'enseignants qui représentaient tous les enseignants et qui ont participé à toute l'élaboration du pacte. Ils ont fait appel aussi à des expertises partielles dans le sens où ces experts, ils ont un regard très affûté, mais avec un seul angle de vue. Ils ont fait appel à des sociologues, à des pédagogues, à des didacticiens, qui ont chacun apporté leur part d'information. Et enfin, bien sûr, l'administration a été consultée également, puisque l'administration est en charge de l'ensemble de l'organisation et a donc aussi des informations à donner sur le système. Tout ça, bien sûr, dans le cadre qui comprend un certain nombre de contraintes qu'il faut rappeler. C'est pas comme si on pouvait faire ce qu'on veut, n'importe quoi. De l'école, il y a de nombreuses contraintes. Première contrainte, c'est la contrainte institutionnelle qui, en Belgique, je vais y revenir par la suite, garantit la double liberté, la liberté des parents de choisir leur école et la liberté des pouvoirs organisateurs d'organiser l'école. C'est dans la Constitution, c'était rappelé dans le pacte, ce sont des contraintes institutionnelles, politiques, qui sont actuellement relativement insurmontables. Il y a bien sûr des contraintes budgétaires, on doit faire avec le budget qu'on a, bien sûr on pourrait emprunter pour investir plus, mais tout ça demande des négociations politiques importantes, et donc rien que ces 2 types de contraintes montrent que, évidemment, on n'a pas toute liberté pour faire ce qu'on voudrait vraiment faire. Alors avec toutes ces contraintes, le groupe central qui est composé de représentants de tous les acteurs, ce groupe central est arrivé à ce qu'on pourrait appeler un compromis durable. Durable dans le sens où il pourrait perdurer à une majorité actuelle et donc être poursuivi pendant plusieurs majorités. Ça veut dire que se sont mis d'accord les PO, les parents, les syndicats, etc. et que ça pourrait, bien sûr, et on l'espère, c'est ce qu'on souhaite, être un plan qui va s'élaborer sur une quinzaine d'années, voire 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du résultat? C'est que, de notre point de vue, en tout cas, le résultat est intéressant parce qu'il est systémique. On veut s'attaquer à l'ensemble du système pour changer l'ensemble du système, et en même temps, il veut engager tous les acteurs. Côté négatif, ce compromis ne nous semble pas aller encore assez loin, on voudrait qu'il aille plus loin, et il est bien sûr soumis à la loyauté individuelle de chacun des acteurs. Si un des acteurs n'est pas loyal aux décisions prises en commun, ça risque évidemment, par effet domino, de faire chuter tout le bazar. Et donc, pour nous, ce pacte est légitime dans la manière dont il s'est élaboré, parce qu'il s'est saisi de la question comme d'une question véritablement politique. Alors maintenant, est-ce que l'état de l'école justifiait tout ce travail, cet énorme travail? De notre point de vue, oui, et c'est l'objet de la deuxième capsule sur laquelle nous allons essayer de montrer ce que produit l'école et pourquoi il faut changer l'école.